Avec nous aujourd'hui, c'est Dorian Abadi. Bonjour cher Dorian. Bonjour Lorraine. Vous êtes au téléphone avec nous, analyste au PCVM et bourse chez Meilleur Taux. Aujourd'hui, on va s'intéresser au tracker et on va s'intéresser au Nasdaq en même temps. Vous allez nous expliquer en guise d'introduction comment on investit facilement sur le Nasdaq et toutes les thématiques que représente le Nasdaq avec les ETF. Alors, un peu de contexte. Le Nasdaq, c'est quoi ? Alors le Nasdaq, bien sûr, c'est l'indice américain des valeurs technologiques. Il fait la une de l'actualité en ce moment parce que hier soir, il a baissé de 2,2%, ce qui est une baisse quand même assez marquée pour cet indice-là vis-à-vis des dernières séances. Une baisse provoquée par les résultats mitigés d'Alphabet, la maison mère de Google, mais aussi de Microsoft et d'AMD. Alors l'indice a également baissé suite aux commentaires de Jérôme Powell que vous évoquiez sur votre antenne il y a quelques minutes. Et il faut rappeler surtout que le Nasdaq, au-delà de ses récents mouvements, a atteint ces derniers jours des niveaux records depuis fin 2021, autour des 15 600 points. Et alors bien sûr, au-delà, les investisseurs pourraient être tentés les prochaines semaines de viser de nouveaux seuils sur les 16 000 points, voire de battre le précédent record historique des 16 200. Et pour répondre à votre question, effectivement, donc investir facilement sur le Nasdaq, sur la thématique des grandes valeurs technologiques américaines, c'est une question qu'on nous pose très souvent chez Meilleur Taux Placement, surtout avec la démocratisation des ETF. C'est justement cet instrument financier que l'on va privilégier, c'est le plus simple. Il permet de répliquer donc la performance d'un indice boursier à la hausse comme à la baisse, à moindre frais en mobilisant un capital assez faible. Donc sur le Nasdaq, on peut en trouver très facilement des ETF Nasdaq auprès d'Amundi, d'Invesco ou d'iShares par exemple. Les grands courtiers en mettent à disposition, notamment dans le cadre de l'assurance vie. Et puis c'est intuitif comme fonctionnement, c'est-à-dire que si le Nasdaq ou tout autre indice de référence gagne par exemple 5%, l'ETF va générer un rendement de 5%, et inversement, bien sûr, en cas de baisse. Il y a une dernière petite particularité, c'est qu'il existe également des ETF inverses sur Nasdaq. C'est-à-dire que concrètement, ils vont répliquer l'inverse de la performance de l'indice boursier. Alors c'est utile en ce moment, en particulier si on table sur une baisse du sous-jacent, sur une baisse de l'indice. Donc là, si le Nasdaq perd 5%, l'ETF génère un rendement de 5%. Voilà. Donc là, par contre, on va plutôt les utiliser à court terme, le plus souvent, contrairement à un ETF plus classique que l'on conserve généralement sur le long terme. Ouais, il fallait en acheter hier soir, c'est un peu ce que vous nous dites. Exactement. Bon, si on soulève le capot et on vient un tout petit peu sur le Nasdaq, sans faire évidemment un cours de finance trop basique, mais le Nasdaq, c'est énormément d'entreprises qui le composent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler celles qui pèsent le plus lourd dans l'indice ? Bien sûr, alors c'est énormément d'entreprises, c'est 100 grandes entreprises côté américain, mais en réalité, et au même titre que le S&P 500, qui, comme son nom l'indique, est composé de 500 valeurs, tout au long de 2023, l'essentiel de la performance de l'indice a été tiré par quelques grandes valeurs. Alors celles que l'on appelait il y a encore quelques temps les GAFAM, les Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon. Plus récemment, alors on parle des 7 magnifiques, c'est-à-dire qu'à cette première liste de 5 valeurs, on ajoute Tesla et Netflix. Alors c'est justement ce qui a fait vaciller le Nasdaq hier. Ce sont en plus des commentaires de Powell, ce sont donc les résultats mitigés de Google et de Microsoft. Et puis on reste quand même très très haut sur l'indice, malgré cette baisse d'hier, c'est-à-dire qu'on n'est pas si loin que cela des records historiques. Donc il y a toujours cette crainte tout à fait légitime de rentrer trop haut sur le marché, en ce moment sur le Nasdaq, ou plus largement sur n'importe quel grand indice boursier mondial. Ça s'applique au CAC 40, ce qu'on est en train de dire. Absolument, ça s'applique au CAC 40, ça s'applique au S&P 500, au Nikkei côté japonais, ça s'applique vraiment aux principaux indices. Donc si on a une approche patrimoniale, on peut bâtir en fait une stratégie d'investissement solide avec quelques ETF ou fonds d'investissement en réalisant ce qu'on appelle les versements programmés. C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, tous les mois ou tous les trimestres par exemple, on investit la même somme d'argent sur cette liste d'ETF ou de fonds pour lisser le point d'entrée sur le long terme. L'objectif ici, il est simple, c'est pas du tout de surperformer ou de battre le marché, c'est simplement de le répliquer fidèlement et de lisser son point d'entrée sur le long terme. On finit par acheter le marché quand il est haut, comme en ce moment, mais aussi quand il est plus bas. Alors c'est d'autant plus intéressant lorsqu'on choisit une enveloppe avec des frais bas où on peut optimiser la fiscalité. L'assurance vie est un bon exemple, mais bien sûr il faut passer un peu de temps pour comparer les offres existantes sur le marché en la matière. Oui, il faut aller contre ce biais où on parle un peu de psychologie des foules. On a l'impression que quand ça monte, c'est pas le moment d'y aller. Comment vous, professionnels des marchés, vous expliquez simplement aux investisseurs particuliers qui nous écoutent que ça peut continuer à monter et que ça ne doit pas être tout à fait un critère de lecture?
Absolument. D'une part, parce qu'il faut rappeler quand même que la bourse est très fortement décorrélée de l'économie réelle. D'autre part, en fait, à mon avis, surtout quand on est particulier, ça ne sert à rien de regarder vraiment de manière compulsive, je dirais, le marché pour voir au jour le jour s'il a monté, s'il a baissé. Si on a vraiment cette approche patrimoniale, le plus adapté, c'est d'optimiser les frais, la fiscalité et de réaliser des versements programmés. On peut faire le choix d'actions en direct pour cette stratégie, on peut faire le choix d'ETF, de fonds d'investissement plus traditionnels, c'est ce qu'on appelle la gestion active. Contrairement à un ETF derrière, il y a un gérant qui sélectionne les titres qui sont en portefeuille. Mais globalement, cette logique patrimoniale de bon sens, je dirais, permet de s'éloigner un petit peu des écrans et de la volatilité, du bruit ambiant au jour le jour et de se bâtir évidemment, de se construire sur le long terme un patrimoine financier. On parle d'ETF dans cette séquence. Pour vous, alors on n'est pas là pour faire la promotion des trackers, mais on en parle comme un outil qui intéresse les particuliers et les particulières. Pourquoi aller sur des ETF sur le Nasdaq plutôt que du stock picking ? Alors, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que si on a des convictions sur de très belles valeurs, comme par exemple Alphabet, la maison mère de Google, on peut tout à fait avoir d'un côté un ETF Nasdaq pour répliquer l'ensemble de l'indice boursier. Alors évidemment, il est pondéré, c'est-à-dire qu'on va avoir en portefeuille dans son ETF un peu plus d'Alphabet que de Netflix, par exemple, en termes de capitalisation. L'un n'empêche pas l'autre, et au-delà de ça, ça permet vraiment de diversifier le portefeuille, de réduire un petit peu le risque, d'investir également à moindre frais, parce que c'est vrai que les ETF traditionnellement sont associés à de très faibles frais. Il y a quelques ETF qui permettent de faire un petit peu d'effet de levier jusqu'à x2, donc là aussi on peut prendre un peu plus de risques. Bref, on peut avoir une stratégie d'investissement assez complémentaire et surtout complète au titre vif. Et enfin, ne pas perdre de vue cette possibilité d'avoir des ETF inverses, mais là ça s'adresse non pas au bon père de famille, je dirais, mais plutôt à l'investisseur actif qui va spéculer à la baisse sur le Nasdaq pendant peut-être une semaine ou deux. Bon, on est dans la période des résultats, palanquée des résultats. Hier, près de 700 que vous avez surveillé comme nous du côté de BFM Business. En ce moment, quelles sont les entreprises et les résultats de ces entreprises qu'on surveille quand on s'intéresse au Nasdaq ? Alors, effectivement, une grosse partie de la saison des résultats annuels se joue ce soir, puisqu'on attend désormais les résultats de Apple, Amazon et Meta, anciennement Facebook. Donc, clairement, la boucle sera bouclée au niveau des GAFAM. Et ces résultats-là seront déterminants pour la tendance du Nasdaq à court terme, d'autant qu'il a clôturé hier soir à proximité d'un niveau psychologique important, celui des 15 000 points. 15 000 points, un niveau psychologique. Quels sont les niveaux techniques ou les autres niveaux psychologiques qu'il faut avoir en tête quand on met des billes sur le Nasdaq via les ETF ? Oui, alors au-delà effectivement des 15 000 points, le principal support, c'est-à-dire le principal plancher à proximité, c'est celui des 14 500. Et à l'inverse, donc en cas de rebond, notamment si ces résultats sont bons ce soir, il y a surtout les 15 400 à surveiller, qui est un niveau sur lequel on était il y a encore 2 jours. Et au-delà, donc, il faudrait s'intéresser aux plus hauts niveaux historiques qui ont été atteints en novembre et décembre 2021, donc respectivement sur les 16 000 et 16 200 points. Au-delà de ces valeurs-là, par définition, comme il n'y a jamais eu de prix, comme l'indice n'a jamais côtoyé ces valeurs-là, il faudra s'en remettre à des résistances psychologiques, c'est-à-dire des niveaux ronds, toutes les tranches de 500 points par exemple, donc les 16 500, 17 000, etc. etc. On parle du Nasdaq. Quels sont les autres marchés américains qui pourraient ressembler un peu au Nasdaq sur lesquels on peut se positionner avec des ETF ? Quand vous parliez tout à l'heure du S&P, est-ce qu'on va plutôt sur le Nasdaq, plutôt sur le S&P ? Est-ce qu'il faut faire les deux ? Est-ce qu'il y a une règle à suivre ? Alors, il n'y a pas de règle parce qu'on se pose tous la même question, mais on va avoir des réponses individuelles. Chaque investisseur est différent de ce point de vue-là. Simplement, la principale différence est dans le nom. Quand on choisit le S&P 500, on investit sur les 500 grandes valeurs américaines. Donc, par définition, on va avoir un ETF beaucoup plus diversifié. Quand on fait le choix du Nasdaq, c'est vraiment une thématique sectorielle. C'est-à-dire que là, on investit spécifiquement sur les grandes valeurs technologiques américaines. On peut tout à fait avoir les deux ETF dans son portefeuille, mais la question qui se pose à ce moment-là, c'est celle de la pondération. Est-ce que, par exemple, je mets 5% de mon capital sur l'ETF S&P et 3% sur le Nasdaq? Voilà, ça va être des petits réglages selon l'appétence au risque de l'investisseur, selon son horizon d'investissement et plus largement selon son projet patrimonial. Damien, j'ai une question de Michel qui nous suit régulièrement, Michel G, parce qu'on a plusieurs Michel qui nous écoutent, on les salue. Michel, il est investi sur le Nasdaq et le S&P avec des ETF qui sont passés
automatiquement en ESG l'année dernière. Est-ce que vous avez un petit peu de background à nous donner sur ce passage ESG en ESG de ces ETF? Effectivement, il y a de plus en plus d'ETF qui basculent dans l'investissement socialement responsable. Alors, les sociétés de gestion derrière communiquent en amont, donc ça n'est pas une surprise, mais il faut quand même surveiller ces communications-là. À terme, alors on le voit déjà aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de flux financiers qui sont orientés vers l'ISR. Je ne dis pas qu'à terme, tous les ETF seront ESG, mais c'est quand même un petit peu la tendance de fond. On garde quand même, on a toujours des alternatives pour retrouver facilement dans l'assurance vie notamment, dans des enveloppes qui sont composées de plusieurs centaines de sous-jacents idéalement. On a toujours l'alternative à disposition, c'est-à-dire l'ETF S&P traditionnel ou un Nasdaq traditionnel. Mais on voit effectivement ce mouvement de fond. On peut supposer qu'il va s'accélérer dans les prochaines années et surtout à la lecture des flux d'investissement massifs qui s'orientent depuis quelques années sur l'investissement socialement responsable. Oui, notre auditeur nous signale que ça a fait un petit peu baisser certaines valeurs et donc diminuer cette diversification. En fait, le conseil, c'est on est investi pour le long terme. En fait, peut-être même si ça baisse là, ça ne vaut pas forcément le coup de sortir, de quitter, de vendre ces ETF pour aller se positionner sur d'autres ETF, pas ESG. On est investi sur le long terme, on garde quand même, on compare quand même les compositions des deux indices, ESG et plus classiques. Dans le cas du CAC 40, par exemple, ça reviendrait à avoir un CAC dépourvu de Total Energy et de quelques autres grandes valeurs comme ça. De souvenir, il y a une différence de 8 valeurs sur les 40. Et quitte à avoir une approche de long terme, de bon père de famille, à nouveau, c'est clairement la stratégie de versement programmé qui semble la plus adéquate dans une enveloppe à faible frais et où on peut optimiser la fiscalité. Merci beaucoup Dorian Abadi de l'équipe Meilleur Taux, analyste OPCVM et Bourse, d'avoir été avec nous pour ce décryptage, cette éducation financière qu'on pouvait articuler autour des ETF et du Nasdaq. Merci à vous pour vos questions.